C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. L'initiative de Congo Lobbying, nous avons l'association de Maison du Kasaï qui sont là tous pour pouvoir vous parler cet après-midi de ce drame qu'il y a au Congo, c'est-à-dire dans le Kasaï. Tous ces massacres ces derniers temps, vous comprendrez qu'il n'y a pas un autre langage au Congo si ce n'est que le langage de la violence, des tueries, de tous ces massacres qui, normalement, aujourd'hui, pouvaient être réellement des crimes contre l'humanité. Mais c'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui, à cause des initiatives des avocats qui sont d'origine congolaise, mais qui travaillent dans divers lieux ici, au du barreau de Bruxelles, pouvoir lancer ces messages ici, pouvoir vous expliquer réellement ce qui se passe au Congo. Parce que quand nous voyons les images, quand nous écoutons même la presse elle-même, il n'y a toujours que des indignations. Et le peuple congolais dans son ensemble en a marre des indignations. Il veut vraiment voir les gens agir. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi nous-mêmes, peuple congolais, et Kasaïens en particulier, nous voulions nous mettre debout pour pouvoir donner des pistes de voie et certains moyens comment nous allons pouvoir résoudre ce problème. Nos trois personnalités, vous avez, malgré qu'il n'y a pas de parité, mais c'est la seule dame qui est là, qui peut réellement parler. Donc, il y a Madame Louise Ngandou, qui est la présidente de Maison Kasaï. Il y a Maison du Kasaï, comme on dit, voilà. Il y a Dieudonné Ali Chiboaboua, avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Kananga en même temps. Donc voilà pourquoi il est concerné en premier chef. Et à ses côtés, il y a Laurent Mutambaï, conseiller auprès du cabinet de M. Théo Franck, la nation, et membre influent de la diaspora. Donc ils vont s'entretenir avec vous. Et vous aurez, nous allons procéder comme ceci. D'abord, je laisse la parole à Dieudonné et Chiboaboua, Ali, parler dans peu de minutes. Ensuite, on donnera la parole à Madame Louise Ngandou, qui parlera aussi. Et puis, à la fin, ça va être Monsieur Laurent Mutambaï. Ensuite, nous passerons d'abord, vous savez, vous devez avoir l'habitude avec moi, d'abord la presse. Après toutes les trois interventions, ce sera la presse et le public, on verra après. À vous la parole. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Mesdames et messieurs, membres de la presse. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence, à notre invitation pour ce sujet qui aujourd'hui fait surface et qui interpelle tout un chacun d'entre nous. Le sujet concernant les difficultés actuelles au centre du Congo. Cela étant, il n'y a pas que le centre du Congo qui connaît des difficultés. Les difficultés sont un peu partout à l'est, à l'ouest, et maintenant c'est le centre qui est atteint. Et si nous avons voulu tenir cette conférence de presse, spécialement pour le centre, c'est parce que nous sommes interpellés à plusieurs égards. Et j'aimerais déjà me présenter pour me situer pour ceux qui ne me connaissent pas. Maître Dieudonné Chimobamboui, avocat au barreau de Bruxelles, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et avocat au barreau de Kananga. Donc, je suis à cheval sur l'Afrique et l'Europe et la Belgique précisément. Et nous avons voulu vous faire part d'une situation qui nécessite à tout prix l'intervention de la communauté internationale. Pourquoi je dis ça?
parce que nous nous rendons compte qu'au niveau national, les choses se font mais à petits pas, et il y a beaucoup, il y a une grande crise qui s'amorce, il y a des conséquences dévastatrices et inimaginables qui s'en suivent. Pas plus tard qu'avant-hier, pour vous parler de Kananga, parce que c'est là où actuellement il y a, donc, dans les alentours de Kananga qui se trouvent dans le Kasaï, où se trouvent pas mal de difficultés. Nous avons reçu des témoignages des tueries et des actes inqualifiables. Et nous avons dit, nous estimons que tout le monde a droit à la vie et tout le monde a droit à ce que puisse vivre paisiblement dans son territoire. Vous savez, nous avons suivi les témoignages vivants des jeunes gens, des dames qui crient, qui disent « Qui peut parler pour nous? Qui peut parler pour nous ?» Ce sont des cris de cœur. Et pour toutes ces personnes qui sont des sans-voix, nous, nous sommes là pour parler pour eux, parce que nous avons l'opportunité. Vous et moi, parler pour eux. Ce qui se passe actuellement dans la région du Kasaï, ce n'est pas hier ou avant-hier que ça a commencé. Je crois qu'il est important de situer les choses dans leur contexte pour savoir pourquoi nous en sommes là. Si je vous pose la question, aujourd'hui, il y a une tribu, si je peux le dire, des gens qu'on qualifie de miliciens, et qui sont célèbres, entre guillemets, mais je ne pense pas que c'est la bonne méthode de le dire, qu'on parle de Kamina Sapo. Vous avez entendu parler. Et déjà, j'aimerais vous aider à comprendre que ce ne sont pas des miliciens Kamina Sapo. Je vais vous donner l'origine, vous comprendrez pourquoi je me situe. Kamina Sapo, c'est le nom d'un grand chef coutumier de Bajila Kassanga, qui est une tribu dans le ex-Kassai occidental, Kassai central actuellement, qui est une des plus grandes tribus de ce côté, parce qu'il y a plusieurs tribus, mais c'est une des grandes tribus qui compte pratiquement 80-90% des populations. Et le grand chef, on l'appelle Kamina Sapo. Il porte ce nom-là comme signe de ce chef. Vous savez, même ici en Occident, dans certaines cultures, dans certaines religions, quand quelqu'un accède à un pouvoir, il porte non plus le titre, son nom de naissance, mais un nom qu'il acquiert. Et là, c'est la même chose. Donc lui, il a ce nom-là. Et pourquoi nous sommes arrivés à une situation actuellement qui est dramatique et qui est en train de se dérouler? Parce qu'il y a eu un chef. Vous savez, le pouvoir ancestral, bien coutumier, se transmet d'une manière héréditaire du père au fils, ou bien, s'il n'y a pas de fils, c'est la personne qui vient en priorité dans la famille qui récupère le pouvoir. Vous vous situez, donc il y avait un chef, Kamina Sapo, le premier, mais de son vrai nom, Tomba Anaglek, qui était décédé en 2011. Lorsqu'il est décédé, il fallait qu'il puisse avoir quelqu'un pour succéder, pour prendre la place. Mais vu qu'il y avait personne qui s'était manifesté, il fallait trouver dans la famille quelqu'un pour le succéder. Et pour le succéder, il y a eu un autre membre de la famille qui s'appelle Jean-Pierre Pandi, qui a récupéré le pouvoir, qui est devenu Kamina Sapo. Et c'est de lui dont les faits se sont déroulés, parce qu'il est important de savoir qui il était. Et c'est Jean-Pierre Pandi qui est devenu Kamina Sapo, parce que chez nous, on n'appelle pas le chef par son prénom, son nom de naissance, on n'appelle pas le titre Kamina Sapo. Et il a donc récupéré la place du chef décédé, et il a demandé aux autorités pour que son titre soit reconnu, parce qu'aujourd'hui, dans la loi congolaise, les chefs coutumiers sont des autorités administratives reconnues. Il y a certains droits qui en découlent, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Et donc, il sollicitait un arrêté pour que son titre de chef coutumier soit reconnu par les autorités, pour travailler en tant que chef et être parmi ses sujets et travailler comme chef. Mais ce titre n'avait pas été accordé. Pendant plus de 4 ans, le chef Kamina Sapo, dit Jean-Pierre Pandi, parce que c'est de lui que les faits sont arrivés, a continué à faire les démarches auprès des autorités jusqu'en 2016. Je parle de 2011, en 2016, donc début 2016, il y a eu un souci, c'est-à-dire que lorsqu'il s'est déplacé, il a quitté sa chefferie pour aller faire un voyage à l'étranger. Les faits qui ont été rapportés, c'est qu'il y a eu des gens, entre guillemets, mais reste à contrôler, parce que je parle là en tant que juriste. Donc nous, en tant que juriste, on parle avec des faits vérifiables. Donc tout ce que je parle, des fois, je parle au conditionnel. Et en cela, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé diligenter une enquête chez lui, une perquisition plutôt,
pour voir s'il avait des armes, parce qu'il y aurait des soupçons d'armes chez lui. Et en allant perquisitionner, on n'a rien trouvé, mais on aurait touché aux attributs du pouvoir, ainsi que violenter certains membres de sa famille, notamment son épouse. Ça, ce sont les faits tels qu'ils ont été racontés. Et le chef est revenu, il n'était pas content, il a demandé de rencontrer les autorités sur place pour s'expliquer et pouvoir identifier les auteurs de ces actes. Cela lui a été refusé. Vu que cela lui a été refusé, il n'a pas trouvé mieux que de pouvoir, comment je pourrais dire, pas riposter, mais de pouvoir sensibiliser ces sujets pour les interpeller et manifester le mécontentement. Dans la manifestation de mécontentement, il y a eu d'autres idées qui sont entrées en mouvement et il y a eu cette révolte qui a commencé à s'embraser. Dans la chefferie, là se trouvait donc le chef à Chimboulou et qui commençait à remonter. Je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre. En fait, pour la petite histoire, c'est ma région et c'est ma tribu d'origine. Donc quand je vous parle de ces choses, parce que je suis natif de là-bas. Le chef qui était tué, en outre, parce que je vous donnerai un peu plus de détails, c'était aussi mon chef coutumier. Alors, il a commencé donc entre guillemets, ce mécontentement avec ces sujets, et les choses n'ont pas été gérées à temps. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme une grande graine, quand elle commence, elle prend du temps. Tant que vous ne vous occupez pas de ça à temps, ça peut causer des conséquences néfastes. Donc il a fallu attendre le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, mois d'août 2016, pour que les autorités centrales du Congo puissent s'enquérir de la situation et envoyer une mission parlementaire sur place afin de solutionner ce problème. Il n'y a pas eu d'entente entre le chef Kamwina Sapon et la mission parlementaire qui était et les autorités par l'intermédiaire de la mission parlementaire qui était simplement là pour les bons offices et trouver cet accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, les autorités ont passé à une phase supérieure. Dans la phase de l'arrestation, il y a eu mort. Donc le chef a été tué. Dans quelles circonstances, honnêtement, je ne peux pas vous le dire parce que nous n'étions pas là sur place. Mais les faits ont été rapportés. Le chef décède et les sujets, d'autres sujets qui étaient là, ont pris la fuite, ils se sont éparpillés. Mais il y a eu un sentiment de révolte. On a tué notre chef. Quand on tue le chef, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révolte. D'où les partisans de ce chef ou des sujets ont, eux, dit qu'ils allaient continuer le combat. C'est ça qui a été donc à la base du conflit que nous connaissons actuellement. Et d'où ils étaient, il a commencé à avoir éparpillement. Les sujets commençaient à aller un peu partout. Et dans l'entretemps, vous savez, des mouvements de masse, des fois, ça peut entraîner certaines conséquences. Et on a laissé malheureusement les choses aller. Jusqu'au point où les choses ont dérapé et les autorités ont voulu réagir. Et nous en sommes dans des situations où nous avons tous, pour la plupart, eu la vidéo sur nos pages Facebook, WhatsApp, tout ça, la vidéo du mois de février, où on a vu certains villageois, des sujets qui sont revendiqués partisans d'Akomena Sapou, être abattus dans les circonstances qu'on a vues. Et après, nous connaissons la suite, il y a eu une enquête qui a été diligentée par le gouvernement au Congo, mais ça, je ne vais pas se détailler. Mais c'est pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette affaire. Il y a eu des dérapages, il y a eu mort d'hommes dans des villages, on ne sait pas qui à l'origine, certains attribuent cela à ces partisans des Kamwina Sapon, mais honnêtement, il faut qu'il y ait une enquête indépendante et impartiale qui puisse identifier les auteurs de ces actes. Et par, je sais pas, répression ou souci de remettre de l'ordre, il y a eu plusieurs convois qui sont descendus donc, dans le Kasaï pour pouvoir mettre fin à cette situation. Et nous connaissons le drame que nous avons aujourd'hui, pour la plupart, reçu. Il y a eu des villages entiers qui ont été évacués, il y a eu des fosses communes qui ont été découvertes, l'ONU en a répertorié 23, il y a eu 2 experts allés enquêter pour savoir ce qui s'est passé réellement de l'ONU qui ont été abattus dans des conditions mystérieuses, pour lesquelles jusqu'à présent il n'y a pas encore d'issue pour savoir quelle était l'origine de leur décès réel. Ils ont été assassinés, mais par qui on ne sait pas.
Donc il y a eu une utilisation de la force qui était disproportionnée. Parce que ces sujets comme la Sapou n'ont que comme armes des bâtons et des couteaux et d'autres armes traditionnelles. Ce qui a fait que le fait de les mater avec le pouvoir et l'armement du pouvoir en place, malheureusement, il y a une disproportion qui a été évoquée même par la communauté internationale. Et aujourd'hui, nous en sommes à la situation telle que plusieurs villages dans le Kasaï central ont été vidés, parce que les gens ont fui dans la brousse. Les gens ont peur des représailles. Les gens ont des membres de famille qui ont disparu. Et des gens ont apporté des témoignages qu'il y a eu certains membres de famille qui ont été tués. Comme je dis, nous sommes dans le juridique. Nous insistons pour établir les responsabilités. Nous ne savons pas qui est derrière. On peut avoir des suppositions ou des présomptions. Mais tant que cela n'a pas été confirmé, on ne peut pas, aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que c'est telle ou telle personne qui est à l'origine. C'est pour cela qu'en tant que juriste, nous voulons saisir donc les instruments à notre portée pour demander justement qu'au niveau international, parce que je ne sais pas si les gens réalisent, quand vous suivez les rapports de l'ONU, on dit qu'il y a plus de 400 000 déplacés. Imaginez-vous, 400 000. Bruxelles a une population de 1 million, dont la moitié de Bruxelles est déplacée. Et on dit qu'il y a plus de 1,74 million personnes qui sont affectées par cette situation. Je ne sais pas si vous vous imaginez le drame qui est en train de se passer. Et au-delà de ça, le Kasaï se trouve au centre du Congo. Donc la situation va non seulement quitter le centre, elle va monter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc il y a vraiment danger. D'où nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Dire à la communauté internationale, s'il vous plaît, venez au Congo, venez au Kasaï, venez intervenir. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que sur place, les choses n'évoluent pas. Et il y a danger. Il y a danger. M. Moutamba aura l'occasion de vous parler des juridictions internationales qui peuvent être susceptibles d'être saisies. Ça, il aura l'occasion de vous en parler. Mais nous avons des instruments juridiques qui nous permettent justement de pouvoir les utiliser pour mettre terme à cette situation avant que les choses n'aillent encore pire. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais ici, nous ne sommes même plus dans la prévention, mais ici, nous sommes déjà dans mi-prévention, mi-guérison. Parce qu'il y a des familles qui sont vraiment dans des situations dramatiques. Et quand je parle de familles, en tant qu'originaire de là-bas, nous avons des tantes directes, nous avons des oncles directs, des cousins directs. On m'a appelé encore ce matin pour dire qu'il y a un cousin qui a été décapité. Vous comprenez? Donc ce sont des choses qui sont réelles. Vous savez, généralement, quand on parle du Congo, des drames, on a toujours vu l'Est du Congo, Beni ou Béreux, tout ça. Non. Mais non, les choses ne sont plus seulement à l'Est. Les choses sont au centre, ils sont en train de descendre. Et nous devons tous nous mobiliser, nous tenir par la main pour pouvoir mettre terme à cela. Et pour ne pas éterniser la parole, moi j'aimerais simplement vous donner quelques pistes que moi je pourrais demander qu'on pourra mettre tous en place, et aussi avec les autorités sur place, pour mettre fin à cela. Parmi les pistes, nous suivons tous que tout le monde veut une enquête indépendante et impartiale. Je pense que l'enquête peut se faire effectivement avec les autorités locales, mais aussi avec les membres de la communauté internationale pour que personne ne soit jugé parti. Donc, nous sommes partisans de cette enquête internationale pour pouvoir attribuer les responsabilités. Sur place à Kananga, il y a une mission de l'ONU, dans la MONUSCO plutôt, qui est là. Nous voulons que cette mission puisse faire son travail conformément à la résolution qui lui donne le pouvoir de pouvoir défendre les populations en cas d'attaque. Il n'est pas normal qu'à 50 mètres, à 100 mètres, autour de la MONUSCO, que les gens sont en train de mourir et qu'ils ne fassent rien. Donc, la MONUSCO doit aller plus loin pour défendre la population civile. Et nous préconisons, moi je préconise qu'on puisse faire une table ronde KCL, parce que les résolutions, très difficilement, se résolvent par les armes. Et la voie
la plus aisée pour résoudre les conflits, c'est le dialogue. Donc il est important de lancer cet appel aux Kasaïens de pouvoir se mettre ensemble, organiser une table ronde pour voir les causes. Parce que les causes ne sont pas seulement parce que le chef a été tué, non. Il y a aussi d'autres causes socio-économiques qui sont là. Je pense qu'on peut trouver des solutions par ça. Le dialogue est important. Et enfin, les initiatives de soutien locaux. Ça, Madame Luz Gandou qui est là vous donnera aussi une idée. Mais ce sont des pistes que nous pouvons faire pour trouver des solutions. Et enfin, une des dernières pistes, mais qui est très importante pour les sujets de Kamwena Sapon, c'est quoi? Il faut permettre à ce que le chef qui est mort soit enterré selon les rites traditionnels. Le chef, quand un chef coutumier décède, on n'enterre pas comme tout le monde. Il y a des rites qui sont prévus pour cela, pour qu'il y ait la succession qui s'ouvre. Et actuellement, cette population est orpheline. Le chef n'est pas enterré selon les conditions. D'où, pour essayer de calmer les choses, pour amener tout le monde à la raison, pour amener tout le monde dans la paix, je crois que permettre à ce chef d'être enterré selon les rites traditionnels pourra permettre de calmer la situation. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Maître Chibawa. Après avoir parlé de la genèse de cette crise que nous connaissons, il est peut-être important, avant de parler de la mobilisation que la Maison du Kasaï, qui est une ASBL, qui regroupe des associations kassaïennes ici en Belgique, mais aussi sur le terrain. Donc la Maison du Kasaï a pris l'initiative de lancer un appel au soutien pour organiser une aide urgente. Je vais vous faire part de cet appel de soutien et des dernières nouvelles qui nous sont parvenues dans l'une des 5 communes de Kananga. Donc, comme venait de dire Maître Chiboabwa, donc depuis l'assassinat du chef coutumier Kamwena Nsapu, tué en août 2016, le Grand Kasaï vit dans une grande terreur. Les enlèvements, les exécutions sommaires et extrajudiciaires des populations civiles, parmi lesquelles des jeunes, des femmes et des enfants, ont pris une ampleur dramatique. La presse congolaise, mais aussi de nombreux témoignages en provenance du Grand Kasaï, font état des tueries et des atrocités subies par la population dans les contrées suivantes: Chimbulu, Bukonde, Kananga, Dimbelenge, Kabeakamanga, Chikapa, Lusambo, Mweneditu, Luiza, Luebo, Ndemba. Cette situation n'est pas sans rappeler les événements tragiques vécus par les Kasaïens au Katanga au début des années 90. À ce sujet, la Maison du Kasaï organise chaque année une commémoration. Et cette année, la Maison du Kasaï organisera la 25e édition de la commémoration des morts des Kasaïens au Katanga. Cette tragédie rappelle également ce sang qui coule et qui nous indigne, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes dans l'est de notre pays depuis plusieurs décennies, où il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis, mais aussi le fémicide. Malgré les appels, malgré les marches mondiales, les interpellations, le sang continue à couler à l'est du pays. L'insécurité et l'horreur en cours dans l'espace kassaïen ont provoqué un déplacement des populations vers la forêt et vers les centres urbains, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme conséquence. Donc, la Maison du Kasaï organise un appel à soutien. Je vous laisserai le numéro de compte pour avoir une aide urgente qui va nous permettre d'enterrer assez rapidement les corps, enterrer les cadavres dignement, fournir une aide alimentaire, médicale et des abris aux populations déplacées qui vivent dans des conditions insoutenables, et aussi garantir l'accompagnement de nombreux enfants témoins des massacres de leur famille. Je crois que vous entendrez quelques témoignages tout à l'heure.
Voici maintenant les nouvelles qui nous sont parvenues concernant la seule commune de Ganza. Donc, ce témoignage vient de plusieurs ONG qui se sont réunies pour faire un état des lieux de la situation. Et dans cet état des lieux, voici ce que cette ONG nous dit. Donc, il ressort des constats dans notre réunion, les constats suivants. Les ménages déplacés sont estimés à plus de 6 000 pour la seule commune de Ganza, une des 5 communes de Kananga. La majorité d'églises, des hangars, exposés aux intempéries. D'autres sont dans les familles d'accueil, avec toute la proximité, je veux dire ici la promiscuité qu'on peut imaginer. Ceux qui sont blessés suivent les soins à l'hôpital Saint-Georges de Katoka à leurs propres frais. Il y a également les victimes de violences sexuelles. L'hôpital est une structure sanitaire de l'Église catholique qui est située dans cette commune, dans la commune de Katoka. Il y a aussi d'autres structures qui accueillent les victimes, comme l'hôpital de référence de Kananga. Près de 10 000 enfants ont perdu leur kit scolaire et sont tout à fait désemparés. 60 femmes et jeunes filles se sont déclarées dans un des centres comme ayant été violées par les militaires. Donc c'est déclaré, on ne connaît pas vraiment le nombre. Plus de 145 personnes tuées, d'autres corps emportés vers des lieux inconnus. 65 personnes blessées, certaines sont hospitalisées et d'autres ne suivent pas parce qu'il manque les produits nécessaires et les ressources. Il y a un besoin urgent pour prévenir les épidémies, choléra et autres maladies, que les corps qui traînent encore dans les maisons soient enterrés. Il faut accompagner les victimes, et surtout celles de violences sexuelles, et poursuivre en justice les auteurs. Il faut intensifier le message pour aider les personnes déplacées à retourner dans leur commune. Le groupe se réunit aujourd'hui pour faire l'état des lieux et nous enverra les informations en fin de journée. Donc nous allons nous réunir tout à l'heure pour pouvoir dépêcher une première aide urgente en insistant qu'on puisse vraiment enterrer les corps qui traînent sur place. Et parmi les personnes mobilisées, nous avons quand même quelques prêtres qui sont sur les terrains, donc des gens d'église qui sont sur le terrain, qui sont nos correspondants sur place, et la commission urgente, aide urgente, est coordonnée par M. Damien Tombi, ici présent, qui est en contact avec nos correspondants sur le terrain. Donc la situation est grave. Et comme l'a dit tout à l'heure Maître Chiboabois, vous savez, nous avons près de 70% de la population qui a moins de 30 ans. Une jeunesse désœuvrée, une jeunesse sans emploi, une jeunesse sans perspective d'avenir. Donc, quand il y a une situation de ras-le-bol qui s'installe, on peut craindre l'embrasement et cela peut s'étendre effectivement à d'autres provinces et aller plus loin. Et la population, et le risque d'embrasement est très très présent. Tuer les jeunes n'est pas la solution, c'est la relève de notre pays. C'est pas la solution. Il faut qu'on stoppe immédiatement ce carnage et il faut très vite qu'on diligente une enquête et après ce qui se passe, il faudra qu'au Kasaï les gens vivent ensemble et construisent ce Kasaï pour le développement non seulement du Kasaï mais de la RDC ensemble. Et les horreurs qui touchent les femmes et les jeunes filles doivent être suivies de près parce que c'est le même modus operandi qu'à l'Est. Et le fait qu'on n'ait pas suffisamment de chiffres nous empêche de vous donner l'ampleur que nous pouvons à peine imaginer de ce qui se passe au Kasaï. Merci déjà d'avance pour votre soutien, pour tout ce que vous pouvez faire. Et je pense que je vais devoir m'excuser parce qu'il y a notre réunion qui m'attend. Nous faisons le point justement par rapport à l'aide urgente à nos correspondants sur place. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les journalistes, c'est pour moi un plaisir aussi bien qu'un privilège de me tenir devant vous en ce lieu pour nous entretenir de la situation qui prévaut actuellement au Congo et en particulier au Kasaï depuis quelques mois déjà, mais dont l'ampleur m'oblige à sortir de la réserve que m'imposent mes responsabilités au cabinet
du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration. Certains d'entre vous y ont déjà consacré un ou plusieurs articles de presse, et d'autres pas encore, mais nous espérons qu'à l'issue de cette rencontre, ce sera le cas, car c'est aussi pour cette raison que nous sommes ici ensemble cet après-midi. L'espace kassaïen, communément appelé le Grand Kasaï, couvre la partie centrale de la République démocratique du Congo. Cet espace est depuis quelques mois déjà le théâtre de violences inouïes, sous le motif d'un conflit de succession au chef coutumier Kamwina Nsapu. L'orateur qui m'a précédé, en l'occurrence Maître Tshibobwa, vous a déjà présenté les récits des faits et ce qu'il faudra en retenir. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui se déroule au Kasaï, à mon sens, est un affront, c'est une honte pour l'humanité. On ne peut plus vivre une situation où les forces de l'ordre seraient impliquées ou sont effectivement impliquées dans la mort qui est causée à la population. Mon propos de ce jour tournera autour de 4 points, à savoir la raison de ma présence, l'appel lancé aux Congolais et aux non-Congolais, l'appel que nous lançons aux institutions nationales, internationales, en ce compris l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, et enfin une autre annonce que je dévoilerai à la fin de mon propos. En ce qui concerne la raison de ma présence, en effet, je ne voudrais pas me sentir coupable de mon inaction, coupable de mon silence ou d'une indifférence derrière laquelle je me retrancherai au motif que j'ai des fonctions qui m'interdisent de m'exprimer sur ce qui se déroule dans mon pays d'origine. J'ai reçu une quantité, un nombre innombrable, excusez-moi la tautologie, des messages de détresse, aussi bien en français qu'en langue vernaculaire, et des messages d'une violence troublante continuent à me parvenir sans cesse. Et je pense également que nous devons éviter de commettre les erreurs du passé. Nous devons agir pendant qu'il est encore temps et pendant que nous pouvons encore sauver des vies. Et ce n'est pas uniquement dans l'intention de parler de ce qui se passe que je suis là aujourd'hui, mais aussi de dénoncer ce génocide qui ne dit pas son nom. Et surtout, vous inviter à nous aider à vulgariser ces drames et bien plus à l'arrêter définitivement. C'est aussi l'occasion de se rappeler des vies perdues, de faire preuve de solidarité avec les survivants, de jurer que de tels crimes ne doivent plus se reproduire, ni au Kasaï, ni au Congo, ni ailleurs. La frustration des millions de Congolais et des non-Congolais est 1000 fois la mienne. C'est ainsi que par ma présence à cette tribune, j'aimerais être la voix de toutes ces personnes qu'on n'entend pas, et peut-être même qu'on n'entendra plus jamais, car leur vie a été fauchée par ces barbares qui opèrent sur la terre de leurs ancêtres, et qui sont également les miens. Après les enseignements tirés de l'Holocauste juif, du génocide arménien et d'autres génocides que l'humanité a connus, on ne peut plus garder silence face à un tel désastre, face à un désastre humanitaire d'une telle ampleur. A raison, déclaré récemment le numéro 2 de la MONUSCO, que le niveau de violence qui prévaut à Kananga dépasse celui de l'Est du pays. Et cela requiert une réponse appropriée. Nous avons donc le devoir, l'obligation, non seulement morale, mais même aussi légale, d'arrêter cette barbarie humaine, pour ne pas dire ces actes de terrorisme qui sont actuellement commis au Kasaï. Les actes criminels commis au Kasaï ressemblent à quelques détails près à ce que d'autres Congolais ont vécu et subi à l'est du Congo, et semblent porter la même signature. Le droit international définirait ces faits comme constitutifs du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, etc. Pour ce qui me concerne, le but de notre exercice de cet après-midi n'est pas d'avoir un débat technique sur les différentes qualifications que les théoriciens et les praticiens du droit, tant national qu'international, peuvent coller à ces actes
Pour cela, nous ferions mieux de choisir un cadre académique. Mon but à moi, au nom des miens, des différentes personnes qui m'ont contacté depuis le Congo, des différentes associations actives en Belgique et de mes différents électeurs, est de tirer sur la sonnette d'alarme, de vous prier, à vous, mesdames et messieurs de la presse, à rendre cette problématique plus visible, plus audible, afin qu'ensemble, nous puissions nous investir dans une lutte contre ces violences récurrentes au Congo. Il est parfois pénible, en tant que politique, de ne pas pouvoir expliquer à un électeur pourquoi un tel drame, un drame d'une violence inouïe et troublante, passe à peine à la télévision et à peine mentionné à la radio. Et c'est encore plus troublant quand on s'entend dire « N'en parle-t-on pas parce que les morts congolais ont moins d'importance que les morts syriens ou les morts d'ailleurs ?» Et là on reste sans voix. Et même en tant que politique, on se sent impuissant pour pouvoir expliquer et justifier un tel traitement différent. Et là nous avons besoin de votre concours, mesdames et messieurs de la presse. La Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides, adoptée à Genève le 9 décembre 1948, définit le crime des génocides comme un crime dont l'objectif est de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Un génocide ne peut être un crime spontané, un crime venu de nulle part. C'est un crime qui requiert une préparation minutieuse, tant matérielle que mentale. S'agissant du second point, je voudrais, à travers cette tribune, lancer un vibrant appel à tout le monde, à tous les Congolais, aux non-Congolais, et en particulier à toutes les Kassayennes et Kassaïens, ainsi qu'à tous nos amis à travers le monde, à se joindre à nous pour faire face à cette crise humanitaire qui pointe à l'horizon. Et nous allons donc avoir besoin des médecins, des infirmiers, pour apporter les premiers soins, les soins d'urgence. En ce qui concerne le convoi humanitaire, sur le plan purement procédural, les choses doivent encore évoluer, mais l'accord de principe a été obtenu hier parce qu'il y a une première réunion d'urgence qui a eu lieu le samedi dernier à l'initiative de la Maison du Kasaï. Certains aspects avaient été abordés, notamment la collecte de dons et autres. Et par moi-même, j'avais pensé à une difficulté à laquelle nous serons confrontés à un moment donné, c'est-à-dire comment acheminer tout ce qu'on aura pu récolter ici vers le Congo. Et j'ai posé la question en interne au cabinet de défense et j'ai pu avoir une réponse affirmative. Voilà. Concernant donc les nouvelles qu'on a eues, donc pour la seule commune, je parle bien d'une seule commune de Nyanza, il y a 145 personnes tuées et notre correspondant parle d'autres corps qui auraient été emportés vers des lieux inconnus et qu'ils n'ont pas encore rassemblé tous les corps parce que certains gisent encore dans certaines maisons. Donc le rapport d'hier c'est 145. Voilà. Voilà. Merci, Madame de la France, pour les questions les plus faciles que j'ai. Alors, déjà, j'aimerais préciser une chose. La configuration actuelle du Kasaï, avant qu'il y ait une nouvelle loi qui divise en plusieurs provinces, il y a ce qu'on appelle le Kasaï occidental et le Kasaï oriental. Communément, quand on parle de Kasaï occidental, on vise Mbujimaï. Quand on parle oriental plutôt, oriental c'est Mbujimaï. Quand on parle du Kasaï occidental, on vise Kananga. Kananga, pour ceux qui ont peut-être oublié, qui était la capitale administrative. C'était la première capitale lorsque les Belges sont arrivés pour la colonisation, je ne vais pas cette histoire. Alors, au Kasaï occidental, il y a ce qu'on appelle les Louloua, qui, bien ça c'est encore des faits historiques, pas vraiment différents, ils ont la même origine, mais ceux qui sont partis au Kasaï oriental, on les appelle les Balouba. Ceux qui sont restés au Kasaï occidental, on les appelle les Louloua. Mais au fond, c'est la même famille. Mais il y a l'eau, qu'on appelle la rivière Louloua, qui a permis de séparer. Alors, je vais aller plus loin. Les Bajila Kassanga
C'est une tribu qui fait partie du Kasaï occidental, mais qui s'étale et du Kasaï occidental et qui empiète aussi dans le Kasaï oriental. Donc c'est une grande tribu. Et dans le Kasaï occidental, c'est une des plus grandes tribus. D'où je vous ai dit qu'on dit qu'elle a plus ou moins 70% de la population du Kasaï occidental sont des Bajila Kassala. Parce que c'est une grande tribu. Et à la tête de Bajila Kassala, il y a un chef, un grand chef, qui est Kamwina Sapo. Oui, mais les Bajila, ils sont des Loulois ou des Louba? Bajila Kassala, ce sont des Loulois. Mais ils partent aussi, ils s'étalent aussi sur le Kasaï oriental. Ils sont entre les deux. Ils sont dans les plusieurs Dans les provinces, deux. mais est-ce qu'ils appartiennent au groupe des Louba ou seulement au Non, groupe des Loulois? Dans la conception du Kasaï, il n'y a pas qu'ils appartiennent au groupe, non. Ils sont au Kasaï occidental, c'est une tribu, mais qui va aussi, qui est majoritaire, mais qui s'étale aussi sur une partie du Kasaï oriental. Ma question s'adresse à Laurent Mutambai qui a dit les actes de terrorisme qui se passent au Kasaï portent la même signature que ce qui se passe à l'Est. Ce qui s'est passé à l'Est. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par ça? En disant que les cas de violation des droits de l'homme et tous les crimes qui sont commis aujourd'hui dans l'espace kassaïen semblent porter la même signature que les faits et les crimes vécus et subis par les Congolais à l'Est. C'est parce qu'il me revient à l'esprit les différents récits de témoignages que nous avons, je pense, nous tous, eu l'occasion de lire ou d'entendre depuis près de 20 ans, des scènes de décapitation. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo, je n'ai jamais entendu parler de décapitation. Et des scènes de viols massifs comme cela se fait maintenant, des viols collectifs, et je vous passe les détails sur le plan de la santé, les risques sur le plan de la santé publique. Et quand on voit toute la typologie des faits qui sont commis sur place, il serait difficile de ne pas établir de parallélisme avec ce qu'on a vu à l'Est. C'est plus ou moins le même mode opératoire, comme l'a aussi relevé Madame Gandou, plus ou moins le même but, parce que à terme, qu'est-ce qui se passe? Les villages sont vidés de leur population. Les populations vont s'éterrer dans les forêts. Et d'autres témoignages qui nous reviennent, dans les forêts, ils vont s'éterrer. Les gens sont tenaillés entre deux feux. Ils fuient la mort dans les villages, qui vont trouver dans les forêts des suites de morsures de serpents. Et c'est vraiment difficile parce qu'on voit un drame qui part presque de rien, qui prend une ampleur incommensurable. Et on voit des autorités qui semblent dépassées, soit ils sont dépassés, ou y a-t-il une réelle volonté de régler le problème, d'apporter une solution durable? C'est toutes ces questions qui restent sans réponse. Le constat, il est cinglant. Ce sont des faits similaires, une manière d'agir similaire. Va-t-on rester aussi inactif ou moins actif qu'on l'a été par le passé pour dans 10 ans, 20 ans, pleurer encore tout cet espace? Parce qu'on parle du drame kassaïen de l'Est, on ne sait pas combien de personnes on a perdu à l'Est. Il y a des estimations, 5-6 millions, et dans 10 ans, on sera à 30 millions. Est-ce que je peux compléter, Monsieur Mutambai? La question de l'armée est une question essentielle. Quelles sont les missions des armées, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique centrale? Nous avons eu effectivement des témoignages au niveau de la Maison des Femmes, à Kananga, qu'il y avait des militaires qui ne parlaient pas du tout une langue du Congo. Ça, c'était le premier témoignage, qui s'était installé un grand climat de terreur et de délation. Ça, c'est des témoignages directs que nous avons reçus des femmes sur le terrain. Maintenant, si nous voulons parler des armées, effectivement, je ne puis que vous renvoyer au livre de Jean-Jacques Rondo qui qualifie notre armée congolaise, mais aussi l'armée des pays voisins. Tous ces groupes armés qui sévissent à l'Est, qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda
y compris l'armée congolaise elle-même, ont été mises en cause dans les violences, les exactions, le fémicide qui sévit en RD Congo. Est-ce que ça s'arrête à l'est ou c'est en train de descendre au centre et va s'étendre à tout le pays? Nous pouvons le craindre. J'aimerais ceci, s'il y a quelqu'un une question, parce que Mme Louise Ngantou va nous quitter, elle a une réunion tout à l'heure. S'il y a une question qui s'adresse à elle, quelqu'un, s'il y a un journaliste qui désire poser des questions, on peut le faire maintenant, comme ça on va essayer de la libérer rapidement. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les associations que vous réunissez pour cet appel aux dons? Ça c'est l'agence Belka. Oui, pardon, excusez-moi, je ne suis pas prétendu. Les associations de la Maison du Kassai? Oui, que vous coordonnez. Il y a des associations belges également? Non. Pour l'instant, c'est les associations du Kassai et nous sommes en train d'étendre à d'autres associations qui aimeraient bien être solidaires dans l'action que nous sommes en train de mener. Nous avons pris l'initiative, mais nous restons vraiment ouverts à d'autres propositions, d'autres associations. Il y a déjà quelques contacts en cours pour des personnes qui travaillent par exemple dans l'accompagnement des enfants soldats, après qui aimeraient bien avoir un peu plus d'informations pour voir dans quelle mesure ces personnes peuvent intervenir. Nous aurons une réunion avec eux. C'est vrai qu'il y a l'aide urgente, il y a l'après-conflit, si la situation se stabilise, comment est-ce que les gens peuvent cohabiter, vivre ensemble après, ça nous préoccupe. Les enfants qui ont vu les gens décapités, qui sont traumatisés, il faut une prise en charge psychomédicale urgente. Et ça, la Maison du Kassai doit effectivement travailler avec des structures spécialisées et qui font déjà ce type d'aide dans les régions en conflit ou les régions qui sont touchées par ce genre de drame. Donc nous avons ce rôle de relais aussi, et là effectivement nous sommes en train de nous organiser pour prendre contact avec des structures au niveau belge et européen pour pouvoir les orienter vers là. Mais le plus important, comme l'a signalé les autres intervenants, c'est d'avoir d'abord la bonne information. Les bonnes informations des lieux où sont concentrés les gens, où nous pouvons, avec plus de précision, orienter ces aides en disant voilà, là nous savons qu'il y a une concentration du temps, cette aide peut aller directement à cet endroit. Et donc l'information est capitale. Ça suppose que nous passons par des personnes fiables. Nous essayons de donner les moyens pour qu'on nous envoie l'information fiable, les images fiables, parce qu'on a vu aussi ces derniers temps sur WhatsApp qu'il y a eu énormément de fausses informations qui ont circulé, mais aussi des fausses images qui ont circulé, et nous devons être très très attentifs à ça. Voilà. Et pour l'organisation du convoi dont parlait monsieur, là vous êtes en contact avec des là, partenaires belges? nous allons travailler, donc la réunion où je vais me rendre maintenant, nous allons devoir en parler, et là on va voir comment nous pouvons rapidement collecter, parce qu'il y a une possibilité que ce convoi parte déjà dans les 10 jours, donc dans 2 semaines. Et donc, il est important d'avoir déjà un lot de médicaments, parce que là, nous savons déjà que dans les centres où se trouvent les blessés, il manque les médicaments et il manque du personnel. C'est voir comment nous pouvons mobiliser les gens qui peuvent partir et cette aide qui peut partir d'urgence. Mais aussi les tentes pour les personnes déplacées qui sont dehors. Voilà, donc j'ai laissé ici l'appel. Donc c'est vraiment important pour les personnes qui souhaitent envoyer l'aide urgente. On a un numéro de compte, je vais vous le communiquer, je laisse la feuille ici. Donc le compte est au nom de la Maison du Kassai, donc IBAN c'est BE 07 0017 92 30 47 66, communication SOS Kassai. Ok, on va transmettre. Il y a chaque fille, tu as une question pour vous encore là. Oui, chaque fille, la première fois aller au Congrès de Belgique. Est-ce que vous avez un réseau sur place, même informel, prêtres, enseignants, associations de jeunes qui vous transmettent les témoignages, les photos, les vidéos? Si oui, est-ce qu'il faudra penser régulièrement, parce que ça c'est une conférence de presse, il n'y en aura pas une demain, mais le drame continue, à transmettre aux médias dont vous avez les adresses régulièrement, des données authentifiées, ce qui nous permet de faire des articles. Parce que personnellement, j'ai vu toutes ces photos où on coupe la tête des gens, je ne peux rien dire parce que je ne sais pas si ça vient d'où, c'est vrai, etc., etc.
Et c'est devenu très dangereux, effectivement, avec l'Internet, de tomber toutes sous ces sources. Mais si vous, qui êtes opérationnel, vous pouvez nous envoyer et authentifier tel jour, tel endroit, ça nous rendra un grand service. La deuxième question, c'est pour les juristes. Monsieur Joseph Kabila a déclaré avant-hier que le Kasaï est devenu une zone opérationnelle, ça veut dire qu'on va gérer ça militairement. Et en interface en tant que société civile, comment espérez-vous vous organiser, sachant que les militaires, les militaires congolais, c'était militaires, et que bon, ils ont pratiquement plein pouvoir maintenant, et comment ferez-vous pour qu'il n'y ait pas de dérapage et que vous suiviez de près tout ce qu'ils feront sur le terrain? Merci. Effectivement, on a 2 prêtres sur le terrain qui coordonnent, une 3e personne, qui réunissent 5 associations ONG, dont l'un qui travaille déjà dans le social sur place, l'autre au niveau de la justice, l'autre qui suit déjà les violences sexuelles. Et on a une ONG qui s'occupe déjà de l'éducation, qui suit un peu la situation des enfants, et puis une autre ONG dans la santé. Et nous avons demandé justement, parce qu'ils se réunissent aujourd'hui, que nous puissions avoir des images des hôpitaux où sont concentrés les gens. Et on a beaucoup insisté sur la qualité de l'information compte tenu de tout ce qui circule. Donc nous devons être vraiment en mesure de vous communiquer que voilà, à tel endroit comme aujourd'hui, j'ai pu vous dire avec exactitude que d'après ces ONG, ils ont eu 145 tués dans telle commune qu'ils ont dénombré, qu'il y a d'autres corps qui sont toujours, qui traînent toujours dans les maisons et d'autres corps ont disparu. Donc nous recevons les informations, nous allons recevoir sous peu les images que nous pouvons vous communiquer sans délai. De plus en plus, on parle des armées étrangères. Est-ce qu'il y a la présence de l'armée rwandaise, par exemple, au Kasaï? Moi, je ne peux pas vous répondre avec certitude. Les témoignages qui nous parviennent font état de cela. Mais là encore, je préfère attendre qu'on reçoive des informations de terrain fiables via les réseaux qui travaillent avec la Maison du Kasaï. Merci beaucoup, Madame Louise Ngandou. Merci pour votre présence et tout. Maître Ali, si vous pouvez répondre. Et moi, je peux parler en tant que juriste. S'il y a un commandement militaire, il y a des règles qui sont mises en place pour le respect des fondamentaux. Si, comme vos inquiétudes sont par rapport à l'attitude des militaires congolais, il y a un code militaire qui existe. Et pour cela, je pense que s'il y a des difficultés, la justice militaire doit s'enquérir. Donc ça, nous parlons en tant que juriste. Mais comme ça n'était qu'annoncé il y a 3 jours, attendons de voir comment les choses vont évoluer. Pourquoi ça a été décrété zone opérationnelle? C'est à cause justement des partisans qu'on qualifie des miliciens. C'est-à-dire qu'on sous-estime, on pense bien, on qualifie ça de rébellion, entre guillemets. D'où pour calmer la situation d'une rébellion, l'État a dans ses prérogatives la possibilité d'instaurer une zone militaire. Simplement ça. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais voyons comment la situation va évoluer. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question de M. Chekvita. Bon, en ce qui concerne la zone opérationnelle, le centre opérationnel, comme cela a été dit, il va falloir examiner dans le fond ce que M. Kabila lui-même entend par centre opérationnel, zone opérationnelle ou centre opérationnel. Mais nonobstant cet état des choses, il sera dans ce cas tout aussi intéressant de déterminer le statut politico-administratif de toute la province. La province se retrouve sous quel régime? Et c'est ce régime qui va finalement déterminer les droits et devoirs aussi bien des citoyens que l'État. L'État est également un sujet des droits. Ça, c'est un élément de la réponse. Un autre aspect, c'est qu'il est important de relever que la responsabilité première de la protection de la vie, des biens et des personnes, je l'ai dit précédemment au long de mon exposé, incombe en premier lieu à l'État. Et au regard de l'évolution de cette crise, qui finalement devient un drame humanitaire, il convient de se poser des questions pertinentes
sur le management de cette crise. Comment cette crise a été gérée? Est-ce que la crise a été gérée avec responsabilité à différents niveaux, sans vouloir incriminer qui que ce soit ou quelque institution que ce soit? Il est important de se poser ces questions en toute franchise, en toute honnêteté, et d'y apporter également des réponses en toute franchise, en toute honnêteté, et le cas échéant, établir en toute clarté les responsabilités des uns et des autres, parce que le but de l'exercice ne devrait pas consister à décréter pour des raisons certaines une zone opérationnelle qui serait une espèce de sauf-conduit à l'impunité, à la criminalité à large échelle. C'est pas ça le but. Il y a des conventions internationales qui restent d'application. Il y a des droits fondamentaux dont bénéficie toute personne. Dans les différents instruments juridiques internationaux, le droit à la vie est un droit sacré. C'est un droit inaliénable. Donc décréter une zone opérationnelle ou je ne sais quel type de régime ne met pas fin à l'application de toutes ces conventions. Bien au contraire, tout ce qui peut être fait sur le plan administratif et politique devrait tenir compte de l'application de ces conventions. Et j'ai aussi évoqué, je vais finir par là, un principe qui lie les États, qui transcende la souveraineté des États. C'est le principe de la responsabilité de protéger. Il y a un drame humanitaire. Est-ce que l'État a effectivement fait son travail? Est-ce que l'État est arrivé à protéger, à préserver les vies humaines? C'est la question qu'il faut aujourd'hui se poser. Et quand on a les sentiments, ou bien on se pose seulement cette question, l'État étant aussi partie d'un sujet de droit, je crois que nous avons la possibilité, et j'ai aussi dit, le devoir et l'obligation, tout aussi bien morale que légale, de penser, amener l'État à respecter les droits fondamentaux des citoyens. En ce compris, le respect du caractère sacré de la vie. Donc nous allons donc demander aux Nations Unies de veiller à faire respecter la vie des uns et des autres au Congo. Oui, sur ça. Oui, allez-y. J'avais encore une question pour vous. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez particulièrement de la Belgique, de Charles Michel, de Didier Reynders, qui prennent comme initiative concrète? Et vous qui travaillez avec un membre du gouvernement, qu'est-ce que vous pensez de l'attention qu'ils ont portée à la crise actuelle depuis le début, depuis quelque temps, on va dire? Bon, je suis au cabinet du secrétariat d'État à l'asile et à la migration. Et c'est des choses qui sont débattues beaucoup plus aux affaires étrangères. Mais je sais que l'affaire est suivie de très près. La situation est suivie de très près. Nous avons nos élus NVA qui suivent à la lettre l'évolution de la situation. Il y en a même un qui suit le spécialiste du dossier Congo qui m'a spontanément contacté hier à la suite des événements pour faire un briefing et qui va publier quelque chose. Les choses étant ainsi, les gens ont suivi la situation, l'évolution de la situation, et maintenant il sera question de voir quelle est l'attitude commune à adopter. Et il me souvient encore que tout au long du mois de février, alors qu'il était interpellé en séance plénière, le ministre des Affaires étrangères a lui-même promis que cette situation ne restera pas infinie. Une enquête internationale indépendante devra se mettre en place et les responsabilités devront être établies. Bon, avec l'initiative qui se met en place, il va maintenant nous falloir, ce sera une question de temps, prendre contact avec ces différentes autorités et faire un état de lieu, savoir où on en est et on va dans quelle direction. Donc à ce stade-ci, je ne sais pas dire ce qui va être fait dans les heures ou les jours qui vont suivre, parce qu'une concertation préalable est nécessaire. Je voulais poser une question. Où est passé John Tshibanga? On n'en parle plus. Pendant que vous parlez du chef Kamwina Nsapu, il y a 3 chefs coutumiers tués dans la même zone à la période. Le chef Mundembo est mort à Kananga de façon bizarre. Quelques temps après, on voulait imposer une personne venant de Kananga qui n'a rien à voir avec la lignée du chef, de la chefferie. Les gens sont opposés, cette histoire est passée. Après, c'est la mort du chef Kamwina Nsapu. Et après, il y a 3 semaines, soi-disant les milices sont allés à Luiza, ils ont tué le chef Pikambuja. Là, on n'en parlait pas. Et je pose une question très simple. Si demain vous apprenez que Chimbulu est devenu une zone minière avec les minéraux rares,
Quelle sera votre réaction? Je pense que, en toute honnêteté, John Chibangu, vous me l'apprenez, je dois vraiment savoir c'est qui, premièrement, avant de vous répondre. Et deuxièmement, je ne peux pas vous parler de quelqu'un que je ne connais pas. Là, John Chibangu, c'est un militaire congolais qui avait dit « Je voulais libérer les Kassai ». Il a pris les armes. Maintenant, il est passé où? Mais là, on l'apprend, donc nous ne connaissons pas, alors nous ne pourrons pas parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Donc, je crois que à cette question, on est dans l'incapacité de vous répondre. Peut-être que s'il y a des partisans de John Chibangu, on peut vous parler de lui, nous ne connaissons pas. Docteur Kabanda. Oui, bon, j'amènerai la question. Je vais lui poser la question. On parlera à ceux qui sont concernés par rapport à ça. Deuxièmement, par rapport aux 3 chefs coutumiers décédés. Pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de parler des Kamana Sapo? Parce que l'affaire a été portée à la connaissance de tout le monde. Si les chefs coutumiers sont décédés dans l'anonymat, que l'affaire n'a pas été portée, vous comprendrez qu'il est difficile de parler de ça. Je pense qu'il est important d'élucider d'abord les circonstances de décès, la confirmation de leur décès, pour porter l'affaire. Parce que toute personne qui est morte de manière suspecte, on a le droit de savoir pourquoi, quelles sont les conséquences, quelles sont plutôt les causes du décès. Donc s'il y a plus d'éléments par rapport à ces 3 personnes décédées, je crois qu'une enquête s'impose pour réellement établir les circonstances réelles de leur décès. Plus que ça, on ne sait pas vous dire. Okay. Il y a d'autres chefs miliciens qui sont là, qu'on ne connaît pas. Donc son sort, je le répète encore, on ne connaît pas son sort. Alors, en ce qui concerne mon frère de Dimaya, bon, je crois qu'on se retrouve parce que nous sommes du même fief. Je ne peux pas, en tant que juriste, porter un jugement contre quelqu'un sans élément de fait. Pourquoi nous disons ça? Nous sommes là et nous invoquons ce qu'on appelle une enquête indépendante et internationale pour établir les responsabilités. Il y a un élément fondamental que nous devons savoir tous, que nous sommes tous présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Même, permettez-moi de le dire, nos amis qui mettent des bombes ici en Belgique, tant qu'il n'y a pas encore une responsabilité établie par une juridiction claire, ils sont présumés, on appelle les présumés auteurs ou responsables présumés. Donc, on ne va pas entrer dans le détail pour dire qui a fait quoi. Nous sommes là pour simplement sonner. Attention, il y a quelque chose qui est en train de se faire. S'il vous plaît, ne restez pas bras croisés à ne rien faire. Mobilisons-nous. C'est vrai que nous sommes du Kassai, mais sans vouloir parler seulement du Kassai, nous parlons aussi pour tout le Congo. Je commence au Kassai, ça a commencé à l'Est. On a fait des actions, maintenant c'est au Kassai, demain ça sera où? Donc mobilisons-nous tous ensemble pour que notre pays vive en paix, parce que le Congo a droit de vivre en paix et de jouir enfin du bonheur congolais, de jouir de ce qu'il regorge comme ressources, de jouir de tout ce qui se trouve au Congo, et c'est pour cela que nous sommes là aussi pour y contribuer. J'aimerais ajouter quelques éléments de réponse à d'autres qui ont déjà été avancés par Maître Chibobois. Je commencerai par la question relative à John Chibangu. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui l'ont connu personnellement, qui l'ont vu, qui ont eu à échanger avec lui. Moi, je n'ai malheureusement pas eu ce privilège-là. Je ne nierai pas que j'ai entendu parler de son nom après les élections 2011. Et de la même manière, c'est un nom qui a disparu de la mémoire et on n'en parle plus. Bon. Existait-il effectivement? Y a-t-il des actes qu'il a commis? Moi aussi, je demande à voir clair là-dessus. En ma position, moi, je n'ai pas d'autres éléments à apporter sur son existence ou le sens de la démarche qu'il avait initiée. Il y a un frère qui a parlé de Kamuna Sapo. Pourquoi on parlait, c'est le frère qui est là debout. Pourquoi on ne parle que de Kamuna Sapo alors qu'il y a d'autres chefs coutumiers qui ont été tués? Mais il faut l'inscrire dans l'objectif que poursuit l'exercice d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là? Pourquoi est-ce qu'on a essayé de nous retrouver avec les femmes et les hommes de médias? C'est avant tout pour attirer l'attention du grand monde sur ce qui se passe au Kassai. Mais ça, ce n'est que le commencement. Après avoir attiré l'attention, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y est effectivement déroulé. Et en essayant de comprendre cela, on aboutira inévitablement au fait que vous évoquez. Parce qu'après cela, il va falloir établir des responsabilités. Donc c'est tout un processus. Il faut y aller étape par étape. Il est vrai que des chefs coutumiers ont été tués. C'est passé peut-être de manière inaperçue,
Mais il faut arriver à attirer aussi l'attention et des médias, et de l'opinion publique nationale, et de l'opinion publique internationale sur tous ces faits-là. C'est le but de l'exercice de cet après-midi. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Et il y a un autre frère derrière qui a avancé le fait que les problèmes du Congo ne sont pas toujours clairement formulés, qu'on a du mal à déterminer la stratégie derrière. Vrai, peut-être, pas vrai, mais je ne m'exprimerai pas en ces termes-là. Nous sommes une communauté assez importante et je pense la première communauté subsaharienne, ici en Belgique. Et chacun y va de son expérience, chacun y va de son approche, chacun y va de son ressenti. Et il n'y a pas une structure qui rassemblerait, qui en son sein, tous les Congolais de la Belgique ou même de l'Europe et qui pourrait permettre à cette structure d'initier une démarche uniforme. Donc, de ce fait, il est tout à fait normal qu'il y ait tout un bouillonnement d'initiatives. Ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas forcément négatif. Et dire qu'il n'y a pas assez de colloques, j'ai mes doutes là-dessus. Je suis de la communauté congolaise. Quand je vois comment ça bouge dans la communauté, il y a suffisamment d'activités. Mais il y a une différence entre vouloir se faire entendre et être entendu. Beaucoup d'initiatives sont faites, visibles à invisibles, écrites et orales, visant à se faire entendre. Mais est-ce qu'on est effectivement entendu? Là est la question. Mais ça reste un combat. Ce genre d'initiatives s'inscrivent dans la perspective de se faire entendre. Et ça peut être la raison pour laquelle ça prend cette forme un peu plus visible. Mais je demeure convaincu qu'il y a suffisamment d'initiatives au sein de la communauté congolaise visant à faire connaître ce qui se passe au Congo et visant à attirer l'attention de la communauté internationale. Mais si vous suivez aussi bien ce qui se passe dans ce monde, les institutions ont leur agenda. L'agenda des institutions ne correspond pas forcément à l'agenda des individus ou des communautés. Est-ce que la communauté congolaise a suffisamment de levier pour inscrire son dossier à l'agenda international? Ça, c'est une autre paire de manches. D'où l'initiative, d'où le sens de ce genre d'initiative. Et on est soumis à des contraintes de temps, et je dois malheureusement m'arrêter là. Et j'espère avoir répondu à toutes les questions qui étaient posées. Peut-être rapidement finir en une seconde sur la question de Pasteur Bobo, sur les enjeux économiques. Il est possible, je n'ai pas la carte géologique du Congo, hein. Il est possible qu'il y ait des choses sous le sol, le sous-sol, dans le sous-sol de Chimbulu. C'est possible. Ça ne me surprendrait pas. Bon. De là à justifier ce qui se passe maintenant, personnellement, je ne le justifierai pas. Il y a moyen, si effectivement c'est là le cas, il y a moyen d'exploiter toutes ces ressources à la satisfaction générale, et aussi bien des exploitants que des populations locales. Mais c'est encore un travail qui doit être fait pour arriver à établir que les enjeux économiques sous-jacents auraient un lien quelconque avec ce qui se produit actuellement au Kasaï. Personnellement, j'aimerais d'abord vous remercier. Le mot de la fin sera évidemment par le modérateur, mais comme j'aurai eu l'occasion de le faire, remercier ceux qui ont participé, la presse internationale et la presse, entre guillemets, de nos bien-aimés compatriotes congolais, M. Amba, M. Chek, qui m'ont aidé par rapport à la conférence, M. Bobo et tous ceux qui sont là. N'oubliez pas, si vous lisez le communiqué de presse, l'objectif est de tirer la sonnette d'alarme. Il y a une crise, il y a un drame, mobilisons-nous pour que cela puisse cesser. Travaillons main dans la main. Il y a des initiatives comme Maison du Kasaï et d'autres initiatives. Soutenons-les. Je crois que ça pourra aider nos frères qui n'ont personne pour parler pour eux. Que l'appel est sans voix. Soyons leur voix ici et aidons-les pour que la situation puisse prendre fin. Au nom de tous les organisateurs et à mon nom propre, je vous dis merci d'être venus. Pour une fois, vous avez été à temps, ça s'est bien passé. Merci Belga. J'espère, j'attends déjà ce soir, comme vous le savez. Bon. Amba et tous les autres, merci. La conférence est finie. Check. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle.
C'était News One.